Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau déballage de boîte. Aujourd'hui nous allons parler du pack pour le bien commun. Troisième pack dans le cycle Le Cercle Brisé. Alors, première carte gardien du pack. Alors déjà, remarque sur le pack, il y a 11 cartes. 10 cartes sont les évolutions au niveau 3 des cartes doubles. Dans le pack Le Nom Secret, il y avait 5 cartes bicolores de niveau 0. Et chacune de ces cartes bicolores reçoit 2 améliorations au niveau 3 dans ce pack. Une amélioration de la première couleur, de la première classe, et une autre amélioration de la deuxième classe. Voilà. Alors niveau 3, ce qui veut dire que les investigateurs biclassés de la boîte de base ne pourront avoir qu'une des 2 améliorations des cartes bicolores qu'ils pouvaient inclure. Des cartes bicolores niveau 0 qu'ils pouvaient inclure. Vu qu'une des améliorations est de niveau 3, et dans cette classe-là, ils peuvent prendre toutes les cartes, et l'autre est de niveau 3 dans une classe dans laquelle ils ne peuvent prendre que les cartes jusqu'au niveau 2. Voilà. Première carte de classe alors là du coup, les cartes vont pas être classe par classe. Ça va être par carte d'origine, pardon. Donc première amélioration de la 45 Thompson, c'est la 45 Thompson de classe gardien. Elle coûte 6. Elle occupe les 2 emplacements de main. C'est un objet, une arme à feu et illicite. Utilisation 5 munitions. Les munitions dépensées depuis la Thompson 45 sont placées dans votre réserve de ressources en tant que ressources. Action dépenser une munition, combattre. Vous gagnez plus 2 en force et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Alors moi je trouve cette arme géniale. 6 ressources, c'est beaucoup. C'est le même coût qu'un pistolet à éclair, si je dis pas de bêtises. 5 munitions, c'est bien, quasiment autant que le Colt 42. Plus 2 en combat, c'est bien. C'est pas une grosse arme, c'est pas un bonus de pistolet à éclair ou de barre, barre 1918 je crois, quand on utilise 3 munitions. Mais quand même plus 2, c'est bien. Infliger plus 1 dégât, c'est nécessaire. Les 2 mains occupées, ça veut dire qu'il faudra prévoir une bandoulière pour avoir une autre arme, un Colt 32 ou une machette, une matraque de niveau 2, ou éventuellement un autre objet qui ne soit pas une arme. Mais l'intérêt, c'est surtout, je trouve, que quand on dépense une munition, on met pas le jeton ressource dans son récipient dans lequel on met les jetons inutilisés, on met ça dans sa réserve de ressources, donc on gagne une ressource. On tire avec la 45 Thompson, on gagne une ressource. Donc si vous videz complètement la 45 Thompson, vous avez récupéré 5 ressources. Vous payez 6 pour la mettre en jeu, vous l'utilisez complètement, vous regagnez 5. Donc, évidemment, il faut à un moment donné avoir les 6. Mais quand vous avez complètement utilisé la Thompson, au final, elle vous a coûté qu'une ressource. Donc, c'est génial. Alors, ce gain de ressources est lié aux munitions qu'il y a sur la carte. Donc, évidemment, toutes les cartes qui augmentent les munitions vont rendre la 45 Thompson encore plus économique, voire même vont en faire une source de ressources sur le long terme. Si par exemple vous utilisez munitions supplémentaires, ça vous coûte 2, vous rajoutez 3 munitions, c'est-à-dire que vous payez 8. Au total, vous avez 8 munitions, donc coût global 0. Ça vous demande 2 cartes. Munitions personnalisées, ça vous coûte 3, vous mettez 2 munitions, donc coût total 9, et vous récupérez au final 7 ressources. Bon, là, c'est moins intéressant financièrement, mais ce sont des munitions qui vont chacune infliger plus 1 dégât contre les monstres. Il y a aussi contrebande qui va doubler, et donc ça va faire, si je dis pas de bêtises, un coût total de 10 et faire gagner 10 ressources, etc., etc. Une autre carte qui interagit très bien entretenue, qui était dans le pack précédent, le salaire du péché. Donc c'est un événement de niveau 1 qui coûte 0, qui est rapide, qu'on peut jouer uniquement pendant son tour. On l'attache à un soutien objet qu'on contrôle. Réaction après que le soutien attaché a été défaussé, renvoyez-le dans la main de son propriétaire, de même que chaque autre attachement amélioration qui était attaché. Donc vous jouez votre 45 Thompson pour 6. Vous jouez bien entretenu dessus, gratuitement.
Vous tirez en plusieurs tours les 5 munitions de la Thompson, ce qui vous rapporte 5 ressources. Vous trouvez un moyen de la défausser. Grâce à bien entretenu, ça vous revient dans la main. Et grâce à l'effet de dépense des munitions, vous avez déjà récupéré 5 ressources sur les 6 nécessaires pour la payer. Voilà. Et bien entretenu, ça vous coûte pas de ressources additionnelles, ça vous coûte un point d'expérience en plus. Mais aussi, ça vous remet les autres améliorations qui étaient sur la carte. Donc si je reviens rapidement sur munitions personnalisées, voilà, c'est une amélioration. Donc vous pouvez jouer la 45 Thompson, munitions personnalisées dessus, bien entretenu. Vous utilisez les 7 munitions de votre Thompson qui vont faire 2 dégâts sur les ennemis non monstres, 3 dégâts sur les ennemis monstres. Vous débrouillez pour la défausser. Vous récupérez dans la main la Thompson, munitions personnalisées. La combo vous a coûté 9, vous a rapporté 7, et donc vous pouvez maintenant la rejouer pour 9. Alors, j'en ai déjà parlé dans une ou deux vidéos, pour défausser, si vous jouez Roland Banks, mettons vous avez la loupe de niveau 1. Ça coûte 0, c'est rapide, ça occupe un emplacement de main. Donc quand vous avez la 45 Thompson vide avec bien entretenu dessus, vous jouez la loupe. Vous avez plus d'emplacement de main de libre, du coup vous défaussez la 45 Thompson, elle vous remonte dans la main, si vous avez bien entretenu dessus, et maintenant vous pouvez la rejouer. Et avant de la rejouer, vous pouvez remonter la loupe dans votre main s'il n'y a pas d'indice dans votre lieu. Pour un investigateur qui n'aurait pas la possibilité de jouer la loupe, vous avez la possibilité d'utiliser Action désespérée. Alors je ne lis pas toute la carte, j'en ai parlé assez récemment dans le pack Le Cercle Brisé. Tout simplement, vous défaussez votre 45 Thompson. Vous gagnez plus 6 de combat, vu que la Thompson coûte 6. Vous infligez plus 1 dégât. Et si vous réussissez votre test, alors déjà que vous réussissiez ou pas votre test, elle va vous remonter dans la main grâce à bien entretenu. Si vous réussissez votre test, vous regagnez 6 ressources. Donc là, vous avez payé 6 ressources pour mettre la Thompson en jeu, et entre l'effet de la Thompson et Action désespérée, vous en avez gagné 11. Donc là, on est carrément dans la génération de ressources. Il suffit d'avoir la mise de départ, le capital de départ de 6, et dans un deck, alors là pour le coup, ça serait plutôt dans un deck Mark Harrigan, vu qu'il a accès aux cartes tactiques de niveau 0 de toutes les classes. Dans un deck Mark Harrigan, si vous arrivez au premier tour, première action, vous prenez une ressource, deuxième action, vous jouez la 45, troisième action, mettons, vous prenez une ressource. À ce stade-là, vous avez une ressource. Phase d'entretien, vous avez 2 ressources. Phase du mythe du deuxième round, vous jouez en chasse pour une ressource. Il vous reste qu'une ressource. Vous cherchez un ennemi. Mettons que vous le tuez en 2 tirs. Vous avez 3 ressources. Voilà. Et là, il vous reste, je sais pas, une action pour une 4e ressource. Et au 3e round, vous mettez votre flic en patrouille. Donc il y a moyen d'être très bien équipé très rapidement. Mark Harrigan, il a 5 de base, le flic en patrouille le fait passer à 6 en force, et quand il tire avec la 45 Thompson, il a plus 2, donc il tire à 8. Un tir à 8 de force qui fait 2 dégâts, un petit bonus par-ci par-là, soit sa capacité spéciale en s'infligeant des dégâts, soit des coups vicieux, soit un soutien type entraînement au combat, et voilà, c'est extrêmement bourrin. Je trouve ça, c'est vraiment, vraiment génial. Voilà, alors dans les remarques qui sont faites, alors tour 2 passe-passe évidemment, c'est très bien. Vous payez 1, vous mettez, c'est rapide donc ça ne prend pas d'action. Ça sera dans un deck Léo Anderson. Léo Anderson joue tour 2 passe-passe, il met pour 1, il met la 45 Thompson en jeu sans payer plus de ressources. Il a 3 actions, 4 s'il joue Léo De Luca, pour tirer avec la Thompson. Mettons qu'il fait 3 tirs, ça lui rapporte 3 ressources, la 45 remonte dans sa main. Donc au final, il a gagné 2 ressources en effectuant 3 tirs efficaces. Et donc la personne qui a mis cette review spécule que c'est peut-être la raison pour laquelle Tour de Passe-Passe est sur la liste des cartes tabous, c'est-à-dire les cartes qui ont été modifiées. Moi je joue pas avec ces modifications de cartes, mais si vous jouez avec, maintenant Tour de Passe-Passe, ça ne peut permettre de mettre en jeu
que les soutiens qui n'occupent maximum un emplacement de main, si je me souviens bien. Donc plus les grosses armes à 2 mains. Voilà, évidemment, oui, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, l'aventurier il recharge également en munitions. Vous payez votre aventurier 4, ou 3 si vous jouez Léo Anderson. Il fournit 3 munitions pour la 45 Thompson. Ces 3 munitions supplémentaires vont vous rapporter des ressources. Du coup, l'aventurier, au total, il vous aura coûté 1 ou 0 si vous jouez Léo Anderson. Et si vous voulez comboter, vous avez aussi la possibilité de jouer demander un service. Une fois que l'aventurier n'a plus de provisions, vous jouez demander un service, vous le renvoyez dans votre main, vous allez chercher un autre allié qui coûte 4. Par exemple, votre deuxième aventurier, ou un flic en patrouille, ou Alice Luxley, enfin bref, vous allez chercher quelque chose et vous avez l'aventurier en main, vous pourrez le rejouer plus tard pour de nouveau remettre des munitions sur la 45 Thompson. Bon voilà, j'ai passé un moment sur cette carte. Moi je la trouve vraiment géniale et je suis content qu'actuellement il y ait pas mal de cartes qui sortent qui favorisent bien les armes à feu. Je suppose que c'est lié au fait que dans cette fameuse liste de tabous, que je n'appliquerai pas mais bon, qui existe et qui affaiblit un certain nombre de cartes, la machette a été fortement affaiblie, en l'occurrence elle coûte maintenant 2 points d'expérience. Elle est toujours considérée comme étant de niveau 0 mais elle coûte 2 points d'expérience. Donc c'est vrai que c'est pratique d'avoir des cartes qui favorisent bien le tir. Entre le Colt 36, le 45 automatique, donc maintenant la 45 Thompson. Vous avez aussi bien entretenu, munitions supplémentaires, munitions personnalisées surtout. Munitions personnalisées. Dans un pack prochain, il y a une carte qui vous permet de tirer à une connexion de distance. Alors la carte n'est pas encore sur ArkhamDB, mais j'ai plus les détails de la carte en tête, mais c'est une amélioration, ça doit s'appeler lunettes de visée, quelque chose comme ça. Et globalement, c'est l'effet d'habileté au tir, mais en amélioration sur une arme. Globalement, j'ai plus tous les détails en tête. Donc maintenant, j'ai fait une petite liste. Je pense qu'on peut faire un gardien de tir. De tir pur, pas la machette et 1 ou 2 exemplaires de pistolet, mais vraiment du tir. Donc voilà, alors j'avais pensé à ce deck-là, un deck Mark Harrigan au tir, voilà, 2 Colt 32, alors quand même un couteau de survie, 2 45 Thompson de niveau 0, la bandoulière. Vous voyez donc, bon ça c'est prévu pour le solo, je ne l'ai pas marqué, mais il a 5 armes, dont 4 de tir. Et amélioré à 31 points d'expérience, voilà, on a... alors c'est une liste de decks très provisoire, mais voilà, je m'étais un petit peu posé la question et je pense que quand même voilà, un Colt 32, un fusil à éclair quand même pour la prévision de fin de campagne. Ça c'est un deck à 30 points d'expérience, donc c'est le genre de deck que j'essaie d'avoir pour le dernier scénario. Bandoulière de niveau 2 pour pouvoir cumuler les armes de tir et utiliser la bonne arme au bon moment. Voilà, Thompson 45. Sans tenir au plan sur lequel on met par exemple munitions supplémentaires ou habileté au tir. Ça demandera d'y réfléchir et de considérer les prochains packs qui vont sortir, mais je trouve que c'est une piste qui demande de plus en plus de considération. Voilà, allez, la 45 Thompson truand maintenant, de niveau 3, donc comme toutes les autres cartes. Elle coûte 5, elle occupe 2 emplacements de main, c'est un objet, une arme à feu illicite, elle a 5 munitions. Action, dépenser une munition, combattre, vous gagnez plus en force, infligez plus en dégâts pour cette attaque. En cas de réussite avec une différence d'au moins X, vous avez le droit de dépenser une munition pour infliger les dégâts de cette attaque à un autre ennemi dans votre lieu, X étant la valeur de combat de cet ennemi. Donc en fait vous faites une attaque avec un boost intéressant, plus d'en force et plus en dégâts, et vous pouvez blesser 2 ennemis. C'est pas que vous divisez les dégâts, c'est que vous infligez autant de dégâts à un autre ennemi. Et c'est pas les dégâts de l'arme, ce sont les dégâts de l'attaque. Donc si dans un deck Schizotool, mettons, vous combinez ça avec coup vicieux, vous pouvez faire 3 dégâts à un premier ennemi, puis 3 dégâts à un autre ennemi. Alors, pour pouvoir faire des dégâts à un deuxième ennemi, il faut avoir réussi son attaque avec une différence d'au moins X. D'au moins X, et X c'est la valeur en dégâts de l'ennemi. Donc un ennemi puissant, pour le toucher avec les deuxièmes dégâts, les dégâts sans test, il faudra avoir réussi son premier test de beaucoup.
Si dans votre lieu, vous avez un ennemi qui a une force de 3 et un ennemi qui a une force de 5, si vous attaquez l'ennemi qui a une force de 3, pour pouvoir infliger des dégâts au deuxième, il faudra avoir réussi l'attaque contre l'ennemi qui a une force de 3 d'au moins 5, vu que l'autre a une force de 5. Si vous attaquez celui qui a une force de 5, il faudra réussir avec au moins 3. Donc je sais pas s'il faudrait pas faire des calculs statistiques. Moi je m'y suis pas penché dessus. Mais en tout cas j'aime bien le principe de l'arme. Je sais pas si j'utiliserai... Moi les truands de combat j'en ai encore jamais fait, c'est pas quelque chose qui me tente. Je préfère considérer les truands d'enquête. Je trouve ça plus intéressant. Peut-être pas c'est plus facile. Voilà. Mais en tout cas j'aime beaucoup le principe et donc je rappelle, en une action de combat vous pouvez infliger des dégâts à 2 ennemis différents. Évidemment, comme il faut réussir de beaucoup, ça c'est à considérer dans un deck méga test. Vous avez un truand, je crois que j'avais regardé, aucun truand n'a de base plus de 3 en force. Mais vous avez 3 de base. Vous avez, si vous faites un truand de combat, vous lui mettez un flic en patrouille s'il y a accès. Donc vous avez 4 combats. Avec la 45 Thompson, vous passez à 6. Vous mettez 2 opportunistes, ça vous fait 8. Vous boostez avec relation influente, je crois que ça s'appelle. Enfin, en tout cas, vous trouvez un soutien qui vous permet de booster de 2, ça vous fait 10. Ça vous fait 10, vous attaquez votre ennemi qui a une force de 3. Vous piochez un -2. 10 - 2, ça fait 8. Vous réussissez votre attaque de 5. Vous dites, bon, j'ai réussi une attaque avec une différence de 5. J'inflige les dégâts, en l'occurrence 2, à mon ennemi qui a une force de 5. A noter que dans cette situation-là, si vous aviez fait l'attaque contre l'autre ennemi à la place, ça aurait été 10 - 2, 8. 8 - 5, ça fait une réussite avec une différence d'au moins 3. Vous aurez pu faire les dégâts à l'ennemi qui a 3. Donc là, je pense que ça revient au même. Donc à voir si... Probablement attaquer celui qui pose le plus de problèmes en se disant si je réussis pas avec une assez bonne différence, je ferai pas les dégâts à l'autre. Donc autant que je m'assure, enfin que j'ai une plus grande certitude de blesser celui qui est le plus puissant. Mais voilà, une carte que moi je trouve bien sympathique, même si probablement je l'utiliserai pas. Deuxième carte, Parchemin des secrets. Alors la première amélioration, celle des chercheurs. C'est un soutien qui coûte 1, tiens, qui a 2 icônes d'intelligence. Ça c'est intéressant. Un objet, livre, qui occupe un emplacement de main. Action, incliner Parchemin des secrets, dépenser un secret. Regardez les 3 quarts du dessous de n'importe quel deck investigateur ou du deck rencontre. Vous avez le droit de défausser une de ces cartes. Vous avez le droit d'ajouter une de ces cartes à la main de son propriétaire. Placez les cartes restantes soit au-dessus, soit sous le deck correspondant dans n'importe quel ordre. Alors moi je trouve que c'est très bien. Je trouve que l'effet est très bien. Il y a le truc un peu bizarre que ça concerne le dessous de la pioche. Mais vous regardez 3 cartes qui étaient au-dessous, donc que vous n'auriez pas vu avant longtemps, certes, mais sur les 3 cartes, il y en a une qu'on peut défausser. Par exemple, on tombe sur une faiblesse, on la défausse. Une qu'on peut ajouter à sa main, donc quelque part c'est un peu du tutorat sur les 3 quarts du dessous, mais optionnel. Si vous faites du tutorat, ça peut exister dans certaines circonstances. Je crois que c'est par exemple avec le documentaliste. Je crois que c'est le documentaliste. Vous cherchez un livre parmi les X premières cartes de votre deck. Pas de chance, il n'y a que le Necronomicon. Vous piochez le Necronomicon et ça vous embête parce que c'est la faiblesse de Daisy. Là, vous regardez les 3 quarts du dessous. S'il y en a une qui vous intéresse, vous la mettez dans la main. Si aucune ne vous intéresse, il n'y a pas de problème, vous ne les mettez pas sous votre main. Et ces cartes-là, donc vous avez d'abord le choix d'en défausser une, puis le choix d'en piocher une, et ensuite le choix de mettre tout ce qui reste, donc de 1 à 3 cartes, au-dessus de votre deck ou au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Donc vous pouvez faire du tri, vous pouvez savoir ce que vous allez piocher éventuellement. Si dans les 3 cartes, il y a une faiblesse, vous défaussez la faiblesse, vous savez que celle-là, vous n'avez pas à vous en occuper avant de remélanger votre deck. Si vous voyez que sur les 2 autres cartes sont intéressantes, vous en piochez une, vous mettez l'autre sur le dessus de votre deck et vous savez que votre prochaine pioche, ça ne sera pas une faiblesse. Donc très bon, ça combote bien, voilà, très bon. Et puis ça combote avec les cartes assez peu nombreuses, c'est vrai, qui jouent sur le dessous de la pioche, comme par exemple Alyssa Graham. Bon. Ah oui, et c'est un livre, ça nécessite une action, donc ça pourra être utilisable dans un deck Daisy, éventuellement en remplacement du vieux grimoire. Le vieux grimoire, il coûte 3, il concerne que les investigateurs dans le lieu, il concerne le dessus, il force à piocher une carte parmi les 3, or il est possible que parmi les 3, aucune ne vous intéresse, voire même si vous êtes vraiment poissard,
que ça soit 3 cartes faiblesse. Et on remélange le deck, donc on ne sait plus, après la pioche, à quoi ressemble la suite du deck. Là, vous économisez 2 ressources, mais vous payez 3 points d'expérience. Vous n'avez que 3 utilisations, à moins d'utiliser quelque chose pour recharger en secret. Ou dans certains decks, vous le défaussez, et vous le ramenez dans votre main grâce à Scavenge, ça s'appelle Récup, voilà. Avec Récup, vu que c'est un objet. Et vous avez la possibilité de piocher ou de ne pas piocher, de défausser ou de ne pas défausser, et de préparer 1 à 3 pioches, les prochaines 1 à 3 pioches. Donc je trouve ça très bon, mais dans un deck Daisy plutôt. Parce que sinon dans un deck pour un autre investigateur, je suis beaucoup moins convaincu. Peut-être dans un deck Minty-Fan, vu qu'elle pourra mettre dans sa main la carte compétence qui l'intéresse le plus. Dans un deck Minty-Fan, vous pouvez aussi, comme elle est biclassée, chercheur et survivant, vous pouvez aussi défausser la carte compétence dont vous avez besoin dans votre défausse pour activer Yaotl. Et enfin, comme elle est biclassée survivant, elle aura récup peut-être pour récupérer le parchemin des secrets dans sa main grâce à une investigation, une enquête réussie. Et comme le parchemin des secrets utilise un emplacement de main, voilà, toujours la tactique classique. Il est vide, je veux m'en défausser, j'ai les 2 mains pleines, je joue la loupe de niveau 1, gratuitement, ça fait défausser le parchemin des secrets. S'il y a plus d'indices, je remets la loupe dans ma main, ou même plus tard, il y a encore un indice, grâce à la loupe, je le récupère plus facilement, grâce à récup, je mets le parchemin des secrets dans ma main, et ensuite je peux le rejouer. Sauf que pour Minty-Fan, l'action du parchemin des secrets, c'est une action, ça coûte une action à chaque utilisation, ce qui n'est pas le cas pour Daisy. Alors, le parchemin des secrets des mystiques, il coûte toujours un objet et un livre qui occupe un emplacement de main, qui a 4 secrets. Action, incliner le parchemin des secrets, dépenser un secret, regardez la carte du dessus ou du dessous de n'importe quel deck investigateur ou du deck rencontre. Ensuite, soit vous défaussez la carte regardée, soit vous l'ajoutez à la main de son propriétaire, soit vous la placez sous le deck correspondant, soit vous la placez sur le deck correspondant. Alors là, on a une utilisation de plus, mais ça ne concerne qu'une carte. Donc là, je suis vraiment pas convaincu. Je trouve que ça permet pas assez de manipulation. Au mieux, on pioche une carte. Au mieux, on se débarrasse d'une carte. Mais on n'a pas de vision sur le long terme. On ne sait pas ce que sont les 2 autres cartes. Donc moi, je trouve pas ça très intéressant. Ensuite, le whisky du Tennessee. La version truand. C'est un soutien qui coûte 3 objets illicites, rapide d'utilisation de provisions, action rapide, incliner le whisky du Tennessee et dépenser une provision, vous gagnez plus 3 de volonté pour un test de compétence d'une carte traîtrise, action défausser le whisky du Tennessee, combattre, vous gagnez plus 3 en force et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Alors moi la carte de base je trouve pas ça génial. Alors la carte de base qui faisait plus de volonté et une attaque à plus 3 force mais sans bonus en dégâts, là vous avez un bonus de plus 3 volonté. Et le combat, c'est à plus 3 force et plus 1 dégât. Alors plus 3 volonté sur 2 tests de cartes traîtrise. Ok, c'est bien, plus 3, ça sera bien, notamment pour Finn. Finn, il part avec une base de 1. S'il pioche des restes pourrissants, il fait un test à 1 contre 3. Donc il va falloir qu'il booste beaucoup. Là, il ferait le test à 4 contre 3. Il a de bien meilleures chances. C'est un très bon bonus, plus 3. Mais que 2 fois et que sur des cartes volonté, que sur des tests de volonté. Moi, il me semble que les truands ont d'autres possibilités, des cartes comme... j'ai plus le nom en tête. Je crois que ça s'appelle Occupe-toi de ça. Oui, c'est ça, Occupe-toi de celui-là. Voilà, vous piochez une carte rencontre non péril et vous la refilez à un autre joueur. Donc si vous avez une carte rencontre non péril qui vous demande un test de volonté, vous dites à notre investigateur, toi t'es une bonne volonté, je te laisse te débrouiller. Et le combat, plus 3 en force et plus 1 dégât pour une attaque en défaussant le whisky du Tennessee, je trouve pas ça génial. C'est un effet unique, vous avez toujours le risque de perdre. Je sais pas, ça fait un petit peu trop carte de la dernière chance, ça. Et ça coûte quand même 3 ressources et 3 points d'expérience, je trouve ça beaucoup trop cher. La version survivant, elle coûte que 2 ressources, elle a 3 utilisations. Action rapide, incliner le whisky du Tennessee et dépenser une provision, vous gagnez plus 2 en volonté pour un test de compétence d'une carte traîtrise. Ok, c'est qu'un plus 2, comme la carte de base. Action défausser le whisky du Tennessee, combattre, vous gagnez plus 3 en combat pour cette attaque. Si cette attaque réussit contre un ennemi non élite,
échappez-lui automatiquement. Vous infligez qu'un dégât pour vous échapper. Ça peut être intéressant si vous jouez beaucoup de cartes qui font des dégâts sur les ennemis non engagés, sur les ennemis inclinés, voilà. Mais moi je ne suis pas trop convaincu. Alors plus 2 de volonté pour beaucoup de survivants, c'est peut-être suffisant. Le combat, ouais, ça pourrait être intéressant une fois, mais de nouveau, je sais pas, je serais curieux d'avoir des retours parce que moi je suis pas convaincu. Alors la lame enchantée pour les gardiens. Donc la deuxième carte gardien du pack. Elle coûte 3, c'est un soutien qui occupe un emplacement de main et un emplacement d'arcane, utilisation 3 charges, combattre. Vous gagnez plus en force pour cette attaque, en cas de réussite vous avez le droit de dépenser une charge pour remplir la lame de pouvoir et infliger plus 1 dégât pour cette attaque. Si la lame est emplie de pouvoir et qu'un ennemi a été vaincu par cette attaque, piochez une carte et soignez une horreur. Alors il y a des choses intéressantes sur cette carte. Le fait que ça occupe un emplacement d'arcane, pour la plupart des gardiens, c'est pas un problème. Ça pourrait être un problème pour Caroline Fern, vu qu'elle va peut-être utiliser des sorts de mystique, mais de toute façon, c'est une arme de niveau... Enfin, c'est une arme de niveau supérieur à 0, donc il n'y a pas accès. Vous combattez à force plus 2, c'est bien. Un gardien, a priori, force plus 2, ça lui fait une bonne compétence. Ça va aller de plus 6 à... ça va aller de 6 à probablement 8. Ok, donc vous avez de bonnes chances de réussir votre attaque. Si vous réussissez, vous pouvez dépenser une charge. Donc, vous n'avez que 3 charges, mais vous attendez de savoir si votre attaque réussit ou pas pour dépenser les charges. Et là, si vous dépensez une charge, vous faites plus 2 dégâts. Enfin, pardon, plus 1 dégât. Vous faites 2 dégâts au total. Donc, si vous avez un ennemi à qui il ne reste qu'un point de vie, ou à qui il ne reste plus qu'un point de vie, eh ben, vous ne chargez pas la lame, probablement. Par contre, s'il reste 2 dégâts à l'ennemi, vous faites l'attaque, vous avez réussi l'attaque, bon, ben, vous dépensez la charge. Il lui reste 2 points de vie, vous l'attaquez, vous ratez l'attaque, vous dépensez pas de charge et vous réessayez d'attaquer. Donc, 3 charges, ça devrait quand même faire plus que 3 attaques. Surtout qu'a priori, ça sera une arme qu'on mettra en addition d'une autre. Donc vous avez par exemple un gardien qui va combattre avec une machette dans une main et une lame enchantée dans l'autre. La machette pour la majorité des combats et la lame enchantée pour achever les ennemis. Et si vous avez empli la lame de pouvoir, donc si vous avez choisi d'effectuer un deuxième dégât à un ennemi, une fois que l'ennemi a été vaincu, on pioche une carte et on soigne une horreur. Les gardiens en général ils ont moins de santé mentale que de santé physique, donc soigner les horreurs c'est bien. Piocher les cartes, c'est toujours bien, ça vous donne la possibilité de piocher la prochaine carte dont vous aurez besoin. Donc globalement je trouve cette carte intéressante. Alors comme ça utilise des charges, on peut aussi le mettre dans un deck Akashi Oniele, qui elle par contre sera sûrement beaucoup plus embêtée par la présence d'un icône d'arcane. Ah oui, et comme c'est une relique, on peut aussi le mettre dans un deck, comment elle s'appelle ? Non, pas Diana Stanley, la chercheuse du pack La Civilisation oubliée, son nom m'échappe là tout de suite. Voilà, c'est ça, Ursula Dons, qui a le droit aux reliques jusqu'au niveau 4. Voilà. Alors la version mystique, même coup, même emplacement, 4 charges, donc une charge de plus. Combattre, vous gagnez plus de force pour cette attaque. En tant que coût supplémentaire pour utiliser cette capacité, vous avez le droit de dépenser jusqu'à 2 charges pour remplir l'âme de pouvoir. Pour chaque charge ainsi dépensée, vous gagnez plus 1 en force et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Alors, là vous devez dépenser les charges avant de savoir si le test réussit ou pas. Par contre, vous pouvez dépenser jusqu'à 2 charges, ce qui veut dire que vous pouvez avoir un bonus qui varie de plus 2 en force à plus 4 en force, vous avez de bonnes chances de réussir vos attaques. Si vous l'utilisez avec Akashi Oniele, il y aura 5 charges. Et si vous avez dépensé des charges et que vous réussissez l'attaque, vous infligez plus 1 dégât par charge dépensée. Donc, c'est une attaque avec un bonus en force qui varie de plus 2 à plus 4 et qui inflige de 1 à 3 dégâts. C'est bien, mais ça va quand même assez vite se vider, si vous voulez l'utiliser à puissance maximale. Et encore une fois, ça utilise un emplacement d'arcane. Donc, sympathique, mais je suis pas convaincu que ça intéresse beaucoup dans un deck mystique combat. Carte suivante, Totem Macabre. C'est un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'accessoire. C'est un objet, un charme qui est maudit. Réaction, après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le Totem Macabre. La carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétence de votre choix. Si le test est réussi, l'investigateur qui effectuait le test pioche une carte. Je trouve ça génial. Vous attribuez une compétence, et cette compétence donne plus 1 en bonus. Par exemple, mettons que l'investigateur joue Perception. Perception, normalement,
ajoute 2 icônes d'intelligence, bah là ça ajoute 3 icônes d'intelligence. C'est déjà un bon bonus. Mais en plus, si vous réussissez le test, vous piochez une carte. Donc en fait, vous remplacez la carte que vous avez attribuée. Et ça se cumule. Donc je reviens sur mon exemple, vous avez joué Perception. Au lieu de booster à 2 plus 2, vous boostez 2 plus 3. En cas de réussite, au lieu de piocher une carte, vous piochez 2 cartes. Très bon. Et dans un deck Minty-Fan, ça vous donne des bonus énormes. Si vous jouez, allez, par exemple Minty-Fan et Calvin Wright, eh ben, vous attribuez une carte compétence à Calvin Wright. La compétence de Minty-Fan rajoute plus une icône. Le totem macabre rajoute plus une icône. Ça fait que la carte de compétence a apporté plus 2 supplémentaires. Donc si c'était une des cartes compétences de la boîte de base qui apporte 2 icônes, et ben là, cette compétence, au lieu d'amener plus 2, elle amène plus 4. Si Calvin réussit son test, il pioche une carte, en plus éventuellement de la pioche de cartes liée à la compétence qu'il utilisait. Donc je trouve ça vraiment génial. Voilà. Maintenant, le totem macabre des survivants. Il coûte que 2 ressources. Lui, il a les traits objet charme et béni. Alors comme il a le trait béni, il peut être utilisé par Père Mathéo. Réaction, après que vous avez attribué une carte à un test de compétence, inclinez le totem macabre. La carte attribuée gagne une occurrence supplémentaire de l'une de ces icônes de compétence de votre choix. Si le test échoue, renvoyez dans votre main la carte attribuée. Donc, le test est plus facile à réussir, mais s'il échoue, vous récupérez la carte dans la main. Ça rappelle un petit peu essayer et réessayer. Voilà, bon, je montre essayer et réessayer de niveau 1. Réaction, après qu'un test a échoué, si l'une de vos cartes compétences a été attribuée à ce test, inclinez, essayez, réessayez, dépensez une tentative, renvoyez cette carte compétence dans votre main. Donc là, le totem macabre, il vous permet de récupérer une compétence. Donc évidemment, ça sera intéressant. Ah non, pardon, là c'est n'importe quel type de test. Donc si vous jouez un deck dans lequel vous attribuez beaucoup de cartes, ça vous sera utile pour les récupérer au cas où vos tests réussissent. Si vous avez une optique, je sais pas, mettons un deck Wendy Adams qui va défausser beaucoup d'événements pour attribuer leurs icônes et qui ensuite va les rejouer depuis la défausse, et ben mettons, elles doivent faire un test difficile, une évasion difficile. Elle attribue une carte qui a 2 icônes d'agilité. Avec Totem Macabre, elle ajoute une 3e icône. Elle fait son test d'agilité à plus 3. C'est raté, ben elle reprend la carte en main et elle peut refaire le test. Éventuellement, si elle combine ça avec une carte qui m'échappe, voilà, il y a une carte qui permet, après qu'on a réussi un test, de refaire le test avec plus 2. Voilà, c'est apprendre de ses erreurs. À jouer après qu'un test de compétence auquel vous avez échoué se termine, après avoir résolu tous les effets induits par l'échec du test, effectuez à nouveau ce test, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Donc, vous attribuez une carte avec 2 icônes d'agilité, je reste sur mon exemple. Grâce à Totem Macabre, vous ajoutez un 3e icône. C'est raté. Comme c'est raté, vous reprenez la carte, la carte attribuée dans votre main. Vous jouez à apprendre de ses erreurs. Vous pouvez vous faites à nouveau le test. Vous avez plus 2. Vous pouvez réattribuer la carte que vous avez récupérée grâce au totem. Ça vous fait plus 4. Et comme c'est Wendy, si vous le jouez dans un deck Wendy, éventuellement elle peut utiliser sa capacité pour remplacer le jeton du chaos. Donc très bonne carte. Je trouve très bonne carte qui ira bien dans tous les decks survivants où on s'attend à réussir de peu et où, comme on n'a pas beaucoup de marge, chaque carte attribuée peut être perdue. Voilà, ça peut aussi, donc je pense, servir dans un deck Calvin. Ça pourra aussi servir avec Garder Courage. Vous faites un test, n'importe lequel, un test que vous pensez échouer. Vous attribuez Garder Courage. Il n'y a pas d'icône, donc il n'y a pas d'icône rajoutée. Vous échouez votre test. Vous piochez 2 cartes, vous gagnez 2 ressources et vous remettez Garder Courage dans votre main. Bon, il y a une très longue analyse, je ne vais pas tout vous la résumer. Voilà. Et enfin, dernière carte du pack. Alors c'est amusant, c'est une carte qui a été conçue par le Council at Arkham Knight 2017. Donc je suppose que lors de cet événement, les joueurs ont discuté, ils ont créé une carte où ils ont voté, ils ont désigné une carte parmi celles qui avaient été proposées. Éventuellement, ils l'ont amélioré. Bon. Donc, il y a cette carte-là, carte neutre, de niveau 2 qui coûte 0, c'est un soutien, objet et relique, utilisation 1
une serrure par investigateur. S'il n'y a pas de serrure... Tiens, c'est amusant, ça n'a pas été traduit. Bon, peu importe. S'il n'y a pas de serrure sur le coffre du conseil, chaque investigateur cherche dans son deck ou sa défausse une carte et la joue immédiatement gratuitement. Exiler le coffre du conseil, maximum une fois par campagne. Pour 2 actions, test de n'importe quelle compétence de difficulté 5. Si vous réussissez, retirez une serrure. N'importe quel investigateur dans votre lieu peut activer cette capacité. Donc à un moment donné, une seule fois par campagne, à un moment donné, quelqu'un va mettre cette carte-là en un exemplaire dans son deck, ou peut-être en 2 exemplaires. Alors ça a quand même un icône libre, donc ça ne sera pas complètement inutilisable si vous n'appliquez pas son effet, je sais pas comment dire, principal. Vous mettez ça en jeu, vous mettez X jetons dessus, X le nombre d'investigateurs dans la partie. Pour chaque 2 actions effectuées, vous retirez un marqueur. Et quand il n'y a plus de marqueur, chaque joueur choisit une carte n'importe où dans le deck ou dans la défausse et la joue gratuitement. Ensuite, le coffre est exilé et il ne peut plus être réutilisé de la campagne. En tout cas, cet effet-là, je pense qu'on peut le remettre dans le deck, mais qu'ensuite on ne pourra plus que l'attribuer pour son icône libre. L'effet peut être super génial, mais ça sera dur à jouer. Alors déjà, il va falloir pas mal d'actions pour retirer les serrures. Mais éventuellement, si c'est joué assez rapidement, vous retirez les serrures quand vous manquez pas d'action. Et à un moment donné, je sais pas si la situation est catastrophique, vous cherchez la carte de votre choix, il n'y a pas de limite, soit dans la pioche, soit dans la défausse. Donc moi je pense que cette carte-là, vous l'intégrez dans votre deck plutôt en milieu, fin de campagne, et quand vraiment vous êtes dans une situation catastrophique, vous dites, bon ben voilà, tous les investigateurs, ça ne concerne pas que les investigateurs dans un lieu, c'est tous les investigateurs. Ils ont passé le début de la partie à retirer les serrures. Il en reste plus qu'une, à un moment donné, voilà, c'est le moment catastrophique de la campagne. Il y a un investigateur qui retire la dernière serrure. Alors c'est un test de 5, ça ne faudra pas le rater. Et chacun va chercher le truc important dans son deck. Par exemple, le gardien, il va chercher son fusil à éclair qu'il n'avait pas encore obtenu, ou alors le fusil à éclair qu'il a défaussé parce qu'il n'y avait plus de munitions dessus. Le truand va chercher sa sulfateuse, ou éventuellement il va chercher son tour de passe-passe pour pouvoir jouer la sulfateuse et la remettre en main pour pouvoir la rejouer. Le mystique va chercher son, je crois que ça s'appelle signe cristallin signe du sceau cristallin, signe du sceau des anciens, enfin, la carte compétence qui fait réussir un test. Si c'est un truand, ça va être la carte qui fait ne piochez pas de jetons du chaos pendant ce tour-ci. Ou éventuellement... Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça va être extrêmement dur en tempo. Il va falloir le stocker. Enfin, il va falloir l'inclure dans le deck. Ça coûte 2 points d'expérience. Il va falloir, pendant un scénario, le jouer. Retirer toutes les serrures sauf une. Et vraiment, au moment où c'est important, faire 2 actions pour retirer la dernière serrure. Alors 2 actions potentiellement, ça peut être 2 attaques d'opportunité. Si l'investigateur est engagé au combat avec l'ennemi du scénario, peut-être qu'il se prend 2 attaques d'opportunité, peut-être que ça le tue, mais ça donne à tout le groupe la carte du deck la plus appropriée pour ce moment, qu'elle soit loin dans le deck ou qu'elle ait déjà été défaussée. Et une fois qu'on l'a utilisé dans un scénario, ce n'est plus disponible jusqu'à la fin de la campagne. Donc oui, moi je pense que ça peut être envisageable. Ça peut être envisageable dans une équipe. On met ça dans le deck de l'investigateur qui est le moins susceptible de faire du combat, par exemple le chercheur. Tout le monde agit pendant la phase d'investigation. Le chercheur est le dernier à agir. Il permet à chacun d'aller chercher la carte nécessaire. On fait la phase des ennemis. On fait la phase d'entretien, phase du mythe, phase d'investigation, et là, je sais pas moi, le gardien entre dans le lieu, tire 2 fois avec son fusil, le truand entre dans le lieu et tire 3 fois avec sa sulfateuse, le mystique entre dans le lieu et utilise 3 fois son flétrissement de niveau 5, et le chercheur entre dans le lieu où il y a l'ennemi, et va utiliser 3 fois, je sais pas moi, sa potion d'attaque, ou va utiliser 3 fois, va jouer l'esprit, le nom m'échappe, l'esprit plutôt que la matière, quelque chose comme ça. Le pouvoir de l'esprit, voilà.
va jouer le pouvoir de l'esprit et va bénéficier de 2 attaques en utilisant son intelligence. Donc une carte qui coûte que 2 points d'expérience, qui est extrêmement puissante si on arrive à tout combiner bien comme il faut, mais ça sera bien difficile. Mais encore une fois, si on prend l'exemple imaginons que le combattant dans le groupe, c'est Roland Banks. Roland Banks, il passe une phase d'investigation à tirer avec son fusil à éclair sur l'ennemi de fin de campagne. Il a fait ses 3 actions, il lui reste une fenêtre d'action rapide. Il joue sa loupe, ça lui fait défausser le fusil à éclair. Et ensuite, mettons que, je dis n'importe quoi, Mintifan ou Daisy ou bref, un chercheur déverrouille le coffre. Et Roland, il reprend le fusil éclair qui est dans sa défausse, il le remet en jeu. Phase d'investigation suivante, il va retirer sur l'ennemi. Voilà. Excellente carte. Peut-être pas extrêmement... C'est pas la carte qui à chaque fois sera super puissante, mais c'est une carte qui peut avoir des effets hyper puissants. Un peu comme la carte dans un tout autre registre, la carte Jour de paix. Quand je discute avec des gens sur le forum non officiel, il y en a qui me disent: moi, grâce à Jour de paix, en combinant bien tout comme il faut, j'ai gagné 22 ressources. Bon, vu que Jour de paix, c'est une ressource par action effectuée jusque-là, y compris celle-ci, dans un deck truand, la plupart du temps, ça sera 4 ressources, peut-être 5 ressources. Mais si vous combinez tout bien comme il faut dans un groupe d'investigateurs avec Léo Deluca, je crois que ça s'appelle Conseil, maintenant la carte Réflexe qui vient de sortir, avec le badge de police, avec la carte qui dit si vous réussissez avec une différence de 2 ou plus, vous avez une autre action. Vous combinez tout ça, oui, vous pouvez avoir jusqu'à 22 ressources. Mais ça sera rare d'arriver comme ça, déployer la carte au maximum de son potentiel. Allez, le récapitulatif. La Thompson 45 du gardien, c'est génial. Alors, le bonus en lui-même, plus 2 en force et plus 1 dégât pour l'attaque, je crois de mémoire que c'est le 45 automatique de niveau 2. Bon. Là, ça coûte plus d'expérience, ça prend les 2 mains, mais le gros avantage, c'est vraiment le gain de ressources. La Thompson 45, si vous arrivez à la mettre en jeu, si vous avez quelques cartes pour faire combo, la 45 Thompson, c'est une source de revenus pour le gardien. Donc, vraiment génial. Thompson 45 du truand, c'est bien. Si vous réussissez un test, et que vous le réussissez bien, vous avez des chances de faire des dégâts sur un autre ennemi. Donc, en une action, vous attaquez 2 cibles. Ça demandera de réussir largement, donc ça sera plutôt à mettre dans des decks méga test. Et les decks méga test, moi je dirais quand même qu'ils sont plus faciles à faire de gros bonus sur l'intelligence ou l'agilité grâce à la carte des brouillards que sur la force. Donc ça sera peut-être un peu plus dur de faire un méga test, ça demandera plus de ressources. Mais si vous y arrivez, vous avez une arme extrêmement puissante contre les hordes de créatures pas trop fortes. Parchemin des secrets en chercheur, c'est sympathique, c'est du tutorat sur le dessous de la pioche. C'est moins cher que le vieux grimoire, mais ça ne s'utilise que 3 fois. Par contre, à chaque fois, c'est une action. Donc, moi, je dirais quand même que c'est calibré pour Daisy Walker. Bon, d'un autre côté, dans un autre deck, comme ça vous demandera une action, vous voudrez probablement pas l'utiliser plus de 3 fois. Vous voudrez probablement pas l'utiliser plus de 3 fois. Mais dans un autre deck, éventuellement, si vous le jouez 3 fois sous le dessous de votre deck, vous voyez quand même 9 cartes. C'est le tiers de votre deck. En début de partie, ça peut permettre de, selon les circonstances, en regardant, enfin, quand je dis regardez 9 cartes, vous regardez les 3 cartes du dessous, vous n'en laissez aucune dessous, vous regardez les 3 suivantes, vous n'en laissez aucune dessous, vous regardez les 3 suivantes, vous avez vu 9 cartes. Éventuellement, vous avez défaussé 3 cartes qui ne vous convenaient pas, éventuellement, vous avez pioché 3 cartes, éventuellement, vous avez mis 9 super bonnes cartes sur le dessus de votre deck, vous vous garantissez un certain temps sans faiblesse, jusqu'à ce que vous remélangiez votre deck. Très bien. Parchemin des secrets mystiques, moi j'accroche pas. Vous ne voyez qu'une carte. C'est pas... Autant jouer divination à ce rythme-là. Donc non, j'accroche pas, je vois pas dans quelles circonstances je peux l'utiliser. Whisky du Tennessee du truand, ou... Oui, le whisky du Tennessee du truand, un bonus de plus 3 en agilité... un bonus de plus 3 en volonté pour un test de compétence sur une carte traîtrise, c'est un bon bonus. Mais c'est que sur une carte traîtrise, vous l'utiliserez que 2 fois. Donc oui, peut-être dans un deck Finn Edwards. Combat, plus 3 en force et plus 1 dégât pour l'attaque, c'est du combat de dernier
de dernier recours. Donc oui, cette carte-là, éventuellement, dans un deck Finn Edwards, qui n'est pas destiné à combattre, qui utilisera ça pour passer les tests des cartes traîtrises qui ne peut pas refiler grâce à occupe-toi de cela, ou de celui-là, et une action de combat pour quand il y a un ennemi à 2 points de vie dont il faut se débarrasser, et qui n'a pas les solutions de combat autres. En plus, comme c'est illicite, lui, il a sa carte, je crois que ça s'appelle produit de contrebande, qui va lui permettre de chercher le whisky du Tennessee. Donc dans un deck Finn Edwards, oui, dans un autre deck, je suis pas convaincu. La version survivant, vous avez 3 utilisations, mais c'est que plus 2 en volonté. Alors comme ils partent de plus haut, au final ça doit sûrement faire la même valeur de compétence. Le combat, ça n'inflige qu'un dégât, mais ça permet d'échapper automatiquement aux ennemis non élites. Donc ça me semble intéressant si vous pouvez le combiner avec des cartes qui font des dégâts automatiques sur les ennemis inclinés ou non engagés que vous. Voilà. Donc éventuellement dans un deck Wendy Adams, qui ne combat pas avec une arme, mais qui combat plutôt avec des événements. Mais pareil, je suis pas très enthousiaste. L'âme enchantée de gardien, 3 charges, mais vous n'êtes pas obligé de dépenser une charge à chaque fois. Vous dépensez la charge que lorsque vous êtes sûr d'avoir réussi. Ça peut vous faire des attaques à plus 2 en force et 2 dégâts. Et la possibilité, si vous avez dépensé une charge et que vous avez vaincu un ennemi, de piocher une carte et de soigner une horreur. Donc je pense que ça fait une bonne arme de corps à corps en addition avec la machette. Mais en addition, pas en arme principale. L'âme enchantée du mystique, l'effet en lui-même est bien. De plus 2 à plus 4 en force, de 1 à 3 dégâts, 2 utilisations à puissance maximale, mais ça prend une main et un slot d'arcane. Une main et un slot d'arcane chez un mystique, c'est un sort offensif, et par exemple un atamé spirituel qui peut faire aussi du combat. Donc je suis pas convaincu, je pense que ça demanderait trop, ça demanderait d'avoir une carte, je crois que ça s'appelle Signe Magique, non comme ça, qui donne un 3e slot d'arcane, parce que là aussi c'est pas l'arme principale. Si vous voulez faire un mystique pur combat, il vous faudra quand même à côté au moins un flétrissement et au moins un atamé spirituel. Donc ça veut dire qu'il vous faudrait... Enfin au final, l'équipement que vous essayez d'avoir en jeu, c'est l'atamé spirituel qui occupe votre première main, le flétrissement qui occupe votre premier slot d'arcane, la lame enchantée qui occupe une main et un emplacement d'arcane, le signe magique, ou ésotérique, je ne sais plus comment ça s'appelle, le signe, pour vous donner un 3e emplacement d'arcane, et ensuite un autre sort de combat, peut-être Chant des Morts, peut-être Atrophie, donc je suis pas très enthousiaste. Totem Macabre, c'est génial, plus une icône de compétence sur une carte attribuée à un test, si vous réussissez, vous piochez une carte, donc vous remplacez votre compétence, c'est génial dans un deck Minty-Fan, qui peut maintenant donner des bonus énormes, et qui va repiocher les compétences utiles. Dans n'importe quel deck, c'est intéressant, de toute façon, mais dans un deck Minty-Fan, c'est vraiment... ça lui permet de faire des boosts énormes. Et au passage, ça lui permet aussi de se débarrasser de sa faiblesse, le roi en jaune, plus facilement. Le totem macabre des survivants, là pour le coup, c'est si vous ratez, vous ne perdez pas la carte attribuée. Donc c'est dans les decks survivants basés sur l'idée je vais échouer, volontairement ou involontairement. Dans un deck qui au départ échoue pour s'installer, avec garder courage et patte de lapin, et ben là, le garder courage, vous le récupérez, vous pouvez le rejouer. Ou tout simplement dans un deck qui attribue beaucoup de cartes, par exemple un deck Wendy avec plein d'événements qui sont dans un premier temps attribués ou éventuellement défaussés pour remplacer un jeton, et qui ensuite sont joués depuis la défausse, et ben le totem macabre, vous attribuez l'événement, c'est raté, vous récupérez l'événement, vous pouvez refaire le test et réattribuer cet événement. Donc génial. Le coffre du conseil, ça peut être extrêmement puissant, ça peut complètement renverser une situation de jeu, mais complètement. Je sais pas, tout le groupe est embourbé, plus personne n'a la solution nécessaire. On utilise le coffre, et ben voilà, tout le monde a la meilleure carte de son deck en jeu, et le groupe va éliminer la menace. Mais ça demande quand même une construction, ça demande une réflexion sur toute la campagne. Mettons que vous intégrez ça à mi-campagne, voilà, vous intégrez ça entre les scénarios 4 et 5. Pendant les scénarios 5, 6 et 7, vous allez vous demander, quand c'est en jeu,
Est-ce que je dépense les actions pour retirer les serrures, sauf une? Est-ce que vraiment là tout de suite il faut que je retire la dernière serrure pour vaincre cet ennemi? Est-ce que je pense pas que je vais pouvoir m'en sortir sans ça? Est-ce que vraiment je peux utiliser le coffre ou est-ce qu'il faut que je le garde à tout prix pour le dernier scénario, pour le tout dernier moment, pour le moment où je me dis soit je rate et je perds ma campagne, soit je réussis et voilà, j'ai réussi la campagne. Si vous jouez des decks super optimisés, je pense que vous le mettrez jamais. Si vous jouez le fun, vous le mettrez. Si vous jouez pas super optimisé, mais que vous êtes assez habitué au jeu, assez exercé, assez bon quand il s'agit d'évaluer les circonstances, d'évaluer si vous êtes dans une situation catastrophique, ou si vous dites bon ben là je vais frôler la défaite mais seulement la frôler, ben cette carte là vous intéressera. Et ben voilà, c'était le pack pour le bien commun, troisième pack de la campagne, enfin troisième pack après la boîte de la campagne bien sûr. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez apprécié mes critiques. Voilà, si vous trouvez que j'ai oublié quelque chose ou que je me suis planté, n'hésitez pas à faire une remarque. Et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, c'est-à-dire si je ne dis pas de bêtises, la vidéo du redéballage des échos du passé. Ou peut-être, pour changer un petit peu, une vidéo de présentation de deck ou une vidéo de présentation de campagne. Sachant qu'en parallèle, j'ai toujours mon projet de description très détaillée d'une campagne à l'écrit qui avance. Je ne sais pas encore quand est-ce que ça sera publié, mais prochainement, étalé quand même sur plusieurs semaines. Bon ben voilà, je vous dis bonne journée, au revoir et à bientôt.